Et on en est presque à 2 minutes, on en est à 2 minutes de plus. Je propose qu'on démarre. Bien, bah, écoutez, merci à ceux qui nous ont rejoints. Donc aujourd'hui, l'équipe BAW IFS, nous proposons donc une plongée dans le logiciel applicatif, plus particulièrement le RP, et plus particulièrement la supply chain et plus particulièrement le monde du demand driven. Voilà, on va petit à petit descendre de plus en plus bas. Écoutez, commençons par peut-être un peu la proposition de valeur et vous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est BAW et qui est IFS. Donc, en tant que participants, nous sommes deux autour de cette table virtuelle de IFS et deux personnes de BAW, comme côté IFS, donc Jérémy, que vous voyez à l'écran, donc, qui est un de nos responsables techniques d'avant-vente, et notamment en particulier expert de la supply chain, et moi-même, donc je suis le directeur général en France de la société IFS. Voilà. Côté BAW Axoma, pour ma part, donc Hervé Deslandes, moi je suis directeur conseil. Et Pierre Abourman, senior manager et instructeur certifié. Donc, pour ma part, Hervé Deslandes. On se chevauche, Pierre. Donc, moi, Hervé Deslandes, je suis directeur conseil et fondateur du cabinet Axoma Consultant pour BAW récemment. Pierre Abourman, senior manager chez BAW Axoma et spécialisé en planification de la supply chain et instructeur certifié Demand Driven MRP. Alors, quelques mots sur IFS. IFS est un acteur du monde de l'ERP. De l'ERP, on va le voir dans nos spécificités, c'est qu'on est très présent dans le monde industriel, puisque nous avons un focus très fort sur 5 industries, donc tout ce qui est manufacturing au sens large, tout ce qui est ingénierie et construction, infrastructure, tout ce qui est service, avec notamment des notions de gestion de projet très poussées, très avancées, tout ce qui est énergie, utilities et également, bien évidemment, l'aérospatiale et la défense. Donc, IFS aujourd'hui, c'est un peu plus de 4000 personnes. On est présent dans plus de 50 pays. On est présent depuis assez longtemps. On est en France depuis plus de 20 ans et dans le monde, la société a 37 ans. C'est une société d'origine suédoise, donc on n'est pas un nouvel entrant, mais c'est vrai que depuis 3 ans, il y a des investissements et une croissance très forte d'IFS. Ça fait 3 ans que nous sommes à plus de 20% de croissance par an et là-dedans, le domaine du logiciel, de la licence, augmente beaucoup plus que ça encore. Alors, il y a quelques raisons qui expliquent cela. D'abord, des investissements très forts de la société, à la fois sur le terrain, dans les équipes pays, avec beaucoup plus de personnes dans les pays que c'était à l'époque, mais également en termes de R&D, en termes d'organisation, d'infrastructure, etc. Nos solutions nous sont spécialisées dans 3 domaines. Le premier, ce sont les ERP, et c'est plutôt de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le deuxième, c'est tout ce qui est gestion des actifs. Et puis, on est très fort également dans tout ce qui est la gestion du service, le field service management, la gestion de la maintenance, des techniciens, de l'installation, etc., etc. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on a un focus sur 5 industries, ce qui nous donne une pertinence très forte. Et tous nos clients nous voient comme un expert vraiment métier. Et c'est pour ça, on y reviendra aujourd'hui, qu'on a notamment ce partenariat avec BAW, pour lesquels cette expertise métier est très forte. Ce qui fait que notre proposition est assez unique dans le monde de l'ERP, c'est qu'on a un seul produit. Donc, on a un ERP très large, qui va des achats, de la finance, de la comptabilité, de la logistique, des stocks, de la maintenance, etc. Donc, un scope ERP complet, mais sur nos 5 industries, donc celles que j'ai dit, qui touchent dès qu'on veut développer un produit, le fabriquer, le maintenir, l'expédier, le gérer tout ça en mode projet, etc. On a des fonctionnalités qui vont très loin en standard, paramétrage. Mais en fait, on n'a pas besoin de faire beaucoup de spécifiques sur IFS. Et c'est vrai que les métiers apprécient particulièrement notre solution. D'abord parce qu'on offre, et vous le verrez tout à l'heure lors des démos, on offre une solution très orientée métier, mais en plus, l'interface utilisateur est très conviviale, assez simple d'utilisation, et donc elle plaît beaucoup. Voilà, donc on est également aussi assez unique parce qu'on offre la possibilité de déployer aussi bien dans le cloud qu'on-premise. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une volonté du marché et de nos clients d'aller sur le cloud, mais il y a encore beaucoup de domaines sur lesquels, ou de cas particuliers, de cas d'usage sur lesquels le on-premise fait du sens. Et en plus, on est réversible, donc on peut très bien démarrer sur l'on-premise et basculer sur le cloud après ou vice-versa. On a aussi on a intégré dans notre dernière version IFS Cloud tout un nombre d'innovations, que ce soit l'intelligence artificielle, la gestion automatisée des workflows, le machine learning, les vidéos à distance, enfin bon, j'en passe. Mais elles sont intégrées de manière très pragmatique, c'est-à-dire que nos process incluent déjà un très grand nombre de liens qui permettent d'utiliser ces types d'applications et certaines de fonctionnalités. On est aussi un logiciel très ouvert.
Donc, on a aujourd'hui plus de 15 000 API disponibles, c'est-à-dire qu'on est capable d'intégrer notre ERP au sein vraiment d'un environnement très divers et ce, de manière assez simple. Voilà. Et si je plonge un peu plus dans l'expertise de la supply chain, en fait, l'ensemble de nos solutions sont intégrées dans nos licences. Donc, bien évidemment, tout ce qui est gestion des prévisions, gestion des pics, des PDP, bon, déjà, ça, pas tous les ERP le font, mais on est capable également d'aller plus loin avec tout ce qui est optimisation multisite et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, tous les aspects de demande driven qui sont aujourd'hui à la pointe, j'ai envie de dire, de ce que les clients nous demandent. Voilà, je vais pas détailler plus, je pourrais parler très longtemps d'IFS, je pourrais le faire dans un autre environnement si vous le souhaitez, mais bon, voilà, je voulais au moins vous dresser l'image. Donc, je remets la caméra, j'avais des problèmes de réseau, donc je l'avais enlevé. Concernant BAW, donc, ici je vous présente BAW et Axoma Consultant qui sont dont Axoma a rejoint le groupe BAW fin 2020. Donc BAW, c'est une entreprise de services numériques qui en fait fait 3 métiers: du conseil et de l'expertise, je vais détailler, de l'intégration de solutions et des services récurrents et de l'outsourcing. Donc avec une logique de one-stop shop qui va, l'idée est de délivrer de la valeur de bout en bout, hein, des phases très amont jusqu'aux phases les plus aval des différents projets. Le conseil et l'expertise en fait se délivrent sur différents métiers, mais on va retrouver les principaux C-level, donc les opérations dont on va parler aujourd'hui, la finance et la gestion, les systèmes d'information et puis les directeurs de transformation, hein, tous les projets d'accompagnement à la transformation. On a un partenariat avec un certain nombre de grands éditeurs de RP, de solutions HMBI et compagnie, et en particulier avec nos amis d'IFS avec qui nous organisons ce séminaire, ce webinaire ce matin. Comme je vous le disais, Axoma a rejoint BAW fin 2020. Je vais détailler, après avoir présenté quelques chiffres de BAW, qui nous étions Axoma et ce que nous faisions et l'expertise en particulier qu'on avait dans la supply chain. Les chiffres clés de BAW, donc depuis 2000, cabinet créé en 2000 avec une croissance maîtrisée et constante, 26 millions d'euros de chiffre d'affaires, 280 consultants et on a 60% du chiffre d'affaires qui est réalisé dans le secteur de l'énergie, de l'ingénierie et de l'infrastructure. Comme je disais, plusieurs partenariats technologiques, hein, mais en particulier avec les grands éditeurs de solutions, dont IFS récemment, et c'est fait notre fierté. Je vais dire un mot sur les secteurs d'activité, donc 60% sur un secteur, mais ça cache aussi d'autres secteurs, puisque chez IFS, chez BAW, pardon, le conseil se délivre dans une approche sectorielle et également fonctionnelle par rapport aux différents métiers de nos clients. Alors Axoma Consultant, c'est un cabinet que j'ai créé en 2008 et qui s'est rapproché de BAW fin 2020. En fait, notre proposition de valeur, elle se concentre autour du supply chain management. Et ça, c'est finalement le résultat d'un engagement de longue date dans je dirais, le supply chain management. Nous avons été pionniers dans la mise en place des méthodes demand driven en partenariat avec l'association AFR-SCM, hein, qui s'appelait auparavant FAPIX, mais c'est grâce à cette association que ces méthodes ont été introduites en France. On a plus de 80% de nos consultants qui sont certifiés aux méthodes demand driven. Lorsque l'on fait des projets pour nos clients, on déploie les bonnes pratiques du métier des opérations, appuyées sur les principaux corpus de connaissances que sont SCORE, ASCM, hein, Demand Driven pour les principaux. Tous nos consultants ont l'obligation pratiquement, et c'est le métier qui le veut, de maîtriser les problématiques systèmes d'information qui sont associées aux problématiques métiers, puisque dans la supply chain, mais c'est vrai également d'autres métiers, il n'y a pas je dirais, d'amélioration de performance sans qu'on déploie des systèmes d'information pour supporter de nouvelles pratiques. Et on est aussi pas mal investi dans le développement des compétences supply chain, que ce soit pour nos clients, pour les étudiants ou pour nos collaborateurs, bien évidemment. Notre compétence a été, je dirais, primée à plusieurs reprises, notamment Roi de la Supply Chain en 2019, meilleur cabinet de conseil en 2017, et puis certains, je dirais, le SAP Quality Award pour des projets qu'on a déployés rapidement avec SAP. Et nos instructeurs, comme Pierre, sont certifiés, notamment quand on parle des méthodes Demand Driven, puisqu'on ne peut pas enseigner ces méthodes sans avoir le tampon du Demand Driven Institute. Voilà pour la carte d'identité d'Axoma.
Merci Hervé. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet en travaillant dans une première approche sur le contexte actuel et avant de rentrer dans la proposition de valeur que peuvent amener les méthodes Demand-Driven MRP. C'est important qu'on se prenne 2-3 minutes, pas plus, pour se remettre en tête le contexte et les quelques constats qui vont nous permettre derrière de déboucher sur les apports dans ce contexte-là des approches. Il ne vous avez pas échappé que depuis un an, nous vivons dans un contexte un peu particulier avec des incertitudes liées à la crise sanitaire, aux décisions derrière prises pour pouvoir la juguler et lutter face à cette crise-là, avec des incertitudes à la fois sur les impacts économiques, à la fois en termes de profondeur de la crise, mais aussi de sa durée, qui depuis un peu plus d'un an, on ne voit pas le bout, mais également sur derrière la sortie de crise, sur la capacité de rebondir de secteur, de quel secteur et la forme du rebond de ces secteurs-là. Dans un contexte tel que nous vivons aujourd'hui, déjà qu'avant on avait du mal à faire des prévisions avec un potentiel d'exploitation qui est intéressant. Aujourd'hui, ce contexte-là rend la façon de fabriquer, en tout cas de faire des prévisions, encore plus complexe, surtout dans avec un premier constat, c'est que quand je fais des prévisions en général, je regarde le passé et j'essaie d'en déduire le futur. Cette partie-là n'est plus vraiment très valable aujourd'hui. En plus, la situation aujourd'hui est mondiale, on n'est pas sur des situations locales avec une complexité similaire, donc des propagations à n'en plus finir, des nouveaux foyers qui peuvent changer la donne, des variétés de mesures sanitaires en fonction de certains pays et des mesures de soutien qui rendent le rebond pas forcément égal d'un point à l'autre, donc qui rendent encore plus cette demande et cette prévision difficile à réaliser. Un autre élément qui est difficile, c'est qu'en général, les éléments qui étaient maîtrisables ou maîtrisés par l'entreprise, c'est-à-dire la partie capacité interne, est également difficile à contraindre, à planifier et à maîtriser, que ce soit sur de la main-d'œuvre réduite avec des personnes qui peuvent être présentes ou absentes du jour au lendemain avec peu de préavis. Des conditions de production inédites avec les restrictions sanitaires, les nouvelles règles, les nouvelles conditions qui peuvent être mises en place et des restrictions sur les capacités de distribution. Je pense que vous êtes plusieurs autour du webinaire à voir les chaînes de distribution mondiales retardées, notamment par exemple avec la crise des conteneurs en provenance de Chine. Sans compter la réduction également des capacités de transport, des transporteurs routiers qui réduisent aussi leur volume en lien avec cette crise-là. Un autre élément de complexité, c'est en amont de cette chaîne logistique, on se rend compte de plus en plus, et dans le vécu avec nos clients, c'est que la santé et la capacité réelle des fournisseurs en amont sont de plus en plus difficiles à connaître et à maîtriser, que ce soit leur situation financière, où est-ce qu'ils en sont, que ce soit leur capacité réelle par rapport à l'actuel, que ce soit les délais qu'ils annoncent et qui du jour au lendemain peuvent changer. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le domaine du bois, par exemple, on voit que les délais ont été multipliés jusqu'à 4 ou 5 sur la fourniture de stocks de bois, de panneaux, de matières premières, avec aujourd'hui une forte demande dans ce métier-là. Et donc, qui rendent aussi les priorités des fournisseurs difficiles à comprendre et difficiles à maîtriser. Ce contexte-là met en avant un élément extrêmement important, c'est que les entreprises ont encore plus besoin aujourd'hui de maîtriser leurs besoins de fonds de roulement, de maîtriser le cash et donc de monopoliser l'argent le moins longtemps possible et surtout de pouvoir faire circuler la trésorerie. C'est un moyen de se protéger, mais également de protéger les collaborateurs dans la maîtrise du stress, mais également dans la pérennité de l'entreprise. Avec ce contexte-là, on se rend compte que c'est de plus en plus difficile de savoir à quel endroit allouer cet argent, sur quelle commande client, sur quel stock investir, sur quelle capacité aller chercher finalement de la ressource. Mais également, c'est un besoin de maîtrise du BFR et de trésorerie qui est important pour l'extérieur, à la fois pour le client, pour l'assurer, le rassurer, le servir, mais aussi se positionner par rapport à d'éventuels nouveaux marchés, à des nouvelles demandes, parce qu'il subit très probablement la même chose que nous. C'est également par rapport aux fournisseurs pour pouvoir les préserver, les payer en temps et en heure et les soutenir par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Par rapport aux banques pour continuer à être supportés et alimentés en cash et par rapport aux investisseurs pour qu'ils soient rassurés sur la santé financière de l'entreprise.
Donc ces ressources critiques, finalement, elles ont besoin d'être préservées et l'entreprise aujourd'hui se retrouve face à un domaine de se retrouve face à un domaine d'incertitude qui font que des décisions peuvent être prises finalement pour allouer des ressources, pas forcément au bon endroit. J'en profite dans ce contexte-là pour finalement dire comment on pourrait faire autrement avec des solutions qui aideraient à maîtriser au niveau de la supply chain ce besoin de fonds de roulement et cette trésorerie-là, et brosser pour vous comment la méthode Demand Driven peut révolutionner l'approche actuelle de beaucoup d'entreprises. La méthode de planification usuelle, pour ceux qui connaissent le MRP2, on fait un PIC, un PDP, ou un SNOP, ou un PS pour ceux qui l'appellent comme ça. On génère des prévisions qui derrière alimentent un programme directeur et qui cascadent jusqu'à des ordres de fabrication et des ordres d'achat. L'effet actuel avec des prévisions qui sont peu fiables et des mises à jour constantes et des modifications importantes amplifie le phénomène qu'on appelle l'effet coup de fouet. La moindre modification en amont de la chaîne se répercute avec de la propagation, de l'amplification et de la déformation vers le bout de la chaîne. Donc, ce qui crée un élément de nervosité qui dit que plus je m'éloigne dans la chaîne d'approvisionnement, plus j'ai du mal à avoir de la visibilité sur ce qui se passe vraiment au niveau de mon client. Et donc, moins j'ai de la capacité à mettre l'argent là où je dois le mettre. Dans l'approche classique, niveau planification, on a tendance à essayer de gérer avec deux types de solutions, finalement, pour pouvoir juguler cet effet coup de fouet. Et faire face à la variabilité. Le premier réflexe, c'est de figer la production, c'est-à-dire je fige les plannings sur certaines périodes pour arrêter le coup de fouet et arrêter de stresser, de changer, de modifier mes ordres et mes commandes en permanence. Ce qui fait que parfois, on peut être en décalage avec les besoins du client et donc générer de l'insatisfaction client. Ou l'effet inverse, c'est de produire des choses que les clients n'ont plus besoin et donc d'avoir des stocks dormants. L'autre élément, c'est de dire je change les plans de plus en plus vite, de plus en plus souvent pour pouvoir coller le plus possible à la variabilité que je vois. Ce qui génère du stress pour vos équipes qui sont sur le pont en permanence, du stress pour les fournisseurs qui ne voient pas le vrai chiffre ou les éléments de sortir et des modifications permanentes du client, des délais qui augmentent, des frais qui augmentent, qui sont liés également à des stocks, à des mauvaises commandes qui sont passées en termes de matières premières, par exemple. Finalement de se retrouver parfois avec la mise en place de certains stocks pour se protéger contre ces effets de variabilité ou de se remettre à promettre des délais plus longs pour le client pour pouvoir gérer un peu plus ces effets de bord. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, quelques aménagements s'imposent dans cette approche de planification traditionnelle, on va dire, de la supply chain. Les premières, c'est d'intensifier la coordination et la collaboration, que ce soit depuis le client avec des échanges d'informations et de la visibilité, jusqu'aux fournisseurs, en passant également par les domaines transverses de l'entreprise, de la finance à la prod, en passant par les RH et la supply chain. Mais également la supply chain qui génère ou qui gère cette chaîne de valeur est amenée à aménager certaines de ces systèmes de planification. Je pense que certains d'entre vous ont déjà vécu cette situation-là, où pour pouvoir faire face à ce qu'on a décrit précédemment, on essaye de maîtriser les scénarios de demande, donc de générer un certain nombre de scénarios, de donner des priorités à ces scénarios-là, de travailler à rendre juste des chiffres qui sont par définition faux, et à la fin de vouloir choisir une seule prévision pour diriger cette production-là et cette chaîne-là, donc les chargés MPS et MRP. Une autre façon de faire également, côté supply chain, c'est de dire je vais remettre en permanence, en tout cas de manière plus rigoureuse, mes paramètres de planification, mes tailles de lot, mes lead time, mes conditions d'approvisionnement, et finalement, on se retrouve parfois à manipuler un certain nombre de données qui reviennent à faire limite un projet de reprise de données comme pour un projet ERP, donc avec
la quantité de travail qui en découle. Un autre élément également, c'est de dire j'ajuste de manière dynamique mon plan. Certaines entreprises sont arrivées à faire des SNOP quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour pouvoir s'ajuster en permanence auprès de leur auprès de la prévision. Finalement, on se rend compte que ces effets-là génèrent également un effet coup de fouet, ce qui fait qu'on en a revenu parfois en arrière pour dire ok, l'ajustement des plans dans cette façon de travail classique nécessite quand même un peu de modération. Donc ces éléments de j'ai beaucoup de demandes ou de scénarios à générer, j'ai beaucoup de paramètres à revoir, j'ai des ajustements dynamiques à faire de manière permanente, ont même parfois poussé certains à abandonner leur système de planification pour aller travailler malheureusement dans Excel en disant ok, il y a des risques d'erreur, mais c'est peut-être un peu plus souple que les outils classiques. Le constat général, c'est que finalement, toute cette partie-là, avec les outils et les méthodes classiques, font qu'il y a beaucoup de travail à faire pour un résultat qui est incertain. Et au final, on se posait la question légitime, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire mieux, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Peut-être 3 éléments de réponse qui sont nés par les techniques de planification dites demand driven. On va vraiment se focaliser là-dessus. La méthode est très large, elle couvre de la planification stratégique niveau SNOP jusqu'à l'exécution. Je pense que les 3 idées clés à avoir en tête, c'est que par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport à l'effet coup de fouet, par rapport au manque de visibilité, de priorité, et par rapport au besoin de monopoliser vraiment les ressources sur les bons besoins du client et sur ce qui va pouvoir être vendu à court terme, les approches demand-driven apportent 3 types de solutions. Une première solution, c'est une solution de découplage, avec cette notion d'amortisseur, qui est apportée par les buffers demand-driven. Je passerai un peu de temps après pour expliquer ce que c'est, mais globalement, l'idée, c'est vraiment de créer un point d'arrêt entre l'amont de ce buffer et l'aval de ce buffer-là, y compris dans le calcul du MRP. Pour ceux qui veulent rentrer dans la technique, je coupe le calcul du MRP avant ce buffer et après ce buffer, et je régénère une nouvelle demande. Et justement, cette nouvelle demande-là qui est générée va permettre de fabriquer à la commande. Et donc, au niveau du buffer, les techniques demand-driven disent que finalement, il y a un nouveau calcul des besoins, il y a un nouveau calcul des ordres qui va être fait sur la base des demandes réelles et d'une équation de flux net. Pareil, je vais revenir dessus, ce que c'est une équation de flux net, qui va permettre de générer finalement une commande d'approvisionnement, un ordre de fabrication, une commande de distribution, un ordre de transfert ou de distribution dans mon réseau, qui colle vraiment aux besoins du client. Et ce buffer-là va également permettre de collaborer de manière efficace avec un code couleur simple et visuel qui permet de dire à chaque point d'arrêt de cette supply chain, à chaque point de découplage, quelles sont les priorités réelles. Que ce soit au niveau des semi-finis, au niveau des composants, au niveau des articles fabriqués, au niveau de la distribution. Donc vous avez vu dans cette approche demand-driven, il y a vraiment au cœur de cette technique-là un buffer. Ce buffer-là joue un rôle à la fois d'amortisseur que j'ai décrit et également de tour de contrôle. Donc ces amortisseurs-là, l'idée c'est d'absorber les chocs, de pouvoir être en capacité d'avoir du stock physique, mais également des encours de production ou de distribution qui vont permettre d'absorber des augmentations de variabilité, de créer de l'indépendance à ces points de découplage-là, et finalement de protéger nos ressources critiques. Les ressources critiques pouvant être un goulot d'étranglement, une compétence particulière qui a besoin de travailler dans de la sérénité et de voir finalement l'influence de la variabilité externe réduite par rapport à son quotidien. C'est également une tour de contrôle qui transmet un signal fiable et clair, c'est-à-dire quand le buffer se positionner avec une position de flux net dans le vert, tout le monde comprend qu'il n'y a rien à faire, tout va bien. Quand on est dans le rouge, tout le monde comprend qu'il y a des choses à faire et une urgence à gérer. Je passerai rapidement sur les 4 types de buffers. On parlera beaucoup des buffers de stock, mais sachez que l'approche demand-driven apporte également une solution avec 4 types de buffers, des stocks, des capacités, des délais et également des compétences qui répondent chacune à des problématiques différentes et apportent des solutions différentes. Si on regarde l'utilité des buffers de stock, ces positionnements-là, ou ce positionnement de buffer à des endroits stratégiques, finalement, permet de planifier le flux avec de la visibilité disponible. On a tous vécu cette situation où l'horizon de visibilité des commandes
du client est bien inférieur au délai cumulé de production et encore plus inférieur au délai cumulé d'approvisionnement et de production. Le MRP, qui est au cœur de tout ERP aujourd'hui, de tout APS, quand il fait la cascade des besoins nets, depuis le besoin indépendant jusqu'au besoin le plus bas dans votre chaîne de valeur, est obligé par définition de travailler sur l'ensemble de l'horizon de planification. Vous voyez qu'on est avec un horizon où je suis obligé de prendre des décisions sur 3-4 mois par exemple, là où je n'ai que 2 semaines de visibilité sur la commande réelle que va me passer mon client. Le positionnement de ces buffers-là à l'intérieur de la chaîne de valeur va permettre finalement de couper ces besoins de planification sur l'ensemble de la chaîne et de ne plus planifier qu'entre 2 positions de buffer. Donc dans notre cas, vous voyez que la première position de buffer permet d'avoir un délai de travail, un délai de prise de décision qui est plus court que la visibilité offerte par le client. Et ce qui fait que avec cette approche-là, je suis sûr à chaque fois de lancer ici les ordres qui vont coller exactement à la demande. Et ainsi de suite, dans le découpage de la chaîne de valeur qui va permettre de planifier de manière plus sereine sur des horizons où j'ai une donnée qui est de meilleure qualité et avec de la demande qui finalement va être indépendante entre chacun des points de découplage. Cet effet-là stoppe la propagation de la variabilité. On peut faire un long discours. J'ai choisi de vous montrer des retours d'expérience pour certaines pièces. Donc, je prends un produit A finalement assez classique, qui a une demande de 100 pièces le premier jour, et donc c'est les petites barres en bleu que vous voyez là. Le deuxième jour, on a un besoin net de 120 pièces qui arrive, et quand on regarde et on refait le calcul des besoins via le MRP, on se rend compte que pour 20% d'augmentation du produit A, le lendemain, on se retrouve à une augmentation de besoins générés par le calcul MRP jusqu'à plus 45% pour un des composants. Le travail avec Demand Driven MRP en positionnement uniquement de buffer sur le produit A et sur le produit B pour un niveau de stock et d'encours engagé équivalent, mais maîtrisé de manière différente, va permettre vraiment de arrêter ce niveau de propagation de la variabilité. Donc vous voyez, pour une demande équivalente et une modification équivalente du produit A, on peut avoir certains besoins qui apparaissent, et là je sais que quand je vais commencer cet ordre-là pour le produit F, c'est un vrai besoin que je vais utiliser. Là où pour tous les autres, on se rend compte que finalement c'était des commandes qui étaient générées et sur lesquelles on n'avait pas de besoin immédiat. Donc il y a vraiment cet effet-là, je coupe la propagation en amont et en aval de mes buffers de stock. On a choisi également de vous parler finalement de comment est-ce qu'on arrive à mettre en place un modèle Demand Driven MRP, un mode d'emploi assez pratique, pragmatique, basé sur notre vécu sur le sujet. Il y a 4 étapes à avoir en tête. La première étape, c'est la formation. Il faut former vos équipes pour pouvoir les imprégner de l'approche Demand Driven. Donc là, j'ai passé un petit quart d'heure pour brosser les 3 éléments clés de l'approche. Mais comme l'approche couvre depuis la planification stratégique jusqu'à l'exécution, il y a un certain nombre de jours de formation à faire pour que les personnes autour de la table comprennent vraiment de quoi il s'agit et pour d'ailleurs être beaucoup plus efficaces dans la mise en œuvre et pouvoir vraiment cibler les produits et les flux sur lesquels cette approche-là est pertinente. Donc deuxième étape dans la partie, dans le temps 1, c'est de dire je fais une catégorisation de mes produits, de mes flux, et j'essaie de définir pour chacun lesquels seraient éligibles et pertinents à mettre en approche du Demand Driven MRP et sur quel type de bénéfices je vais me focaliser pour concevoir le système. C'est-à-dire est-ce que je cherche à améliorer mon service client, est-ce que je cherche à protéger des goulots d'étranglement et des ressources critiques, est-ce que je cherche à améliorer finalement mes délais et mon cycle cash-to-cash. Tous ces éléments-là vont finalement répondre à des questions de où est-ce que je vais positionner. Donc c'est le temps 2 dans la mise en œuvre. Le deuxième temps, c'est de dire je cartographie de manière macro, mais aussi de manière de plus en plus micro sur mes différentes chaînes de valeur, pour me dire où est-ce que c'est intéressant de positionner les buffers et pourquoi, et quel type de buffer. Sur une chaîne assez simple comme celle qu'on représente ici, le premier positionnement peut servir de point de découplage. Par exemple, on a choisi de positionner des buffers juste avant la dernière opération d'assemblage qui va permettre de rendre
l'assemblage indépendant et alimenter en permanence par rapport à la chaîne de fabrication en amont. On peut également choisir de positionner sur certains fournisseurs critiques. On peut également choisir de positionner sur des stocks dans le circuit de distribution pour donner de la visibilité aux clients, mais également aux planificateurs derrière côté usine. On peut également choisir de positionner des buffers de capacité, donc surveiller le niveau de saturation de certaines ressources critiques afin de s'assurer que ces ressources-là sont en permanence en capacité éventuellement d'accélérer si besoin est pour se positionner par rapport à la demande. Un autre élément également très important, donc une fois qu'on a positionné pour répondre à certaines questions critiques, c'est est-ce que j'ai besoin de répondre à mon client sous 6 jours ou sous 7 jours ou sous 15 jours, il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est le dimensionnement. Donc pour faire ce dimensionnement-là, c'est un choix de plusieurs scénarios à jouer pour dire voilà, en fonction de ma demande moyenne, en fonction des augmentations ou des baisses éventuelles, voilà la taille des buffers dont je vais avoir besoin. Donc je vais avoir besoin plus sur ces ressources-là et sur ce flux-là dans ma production plutôt que de l'autre côté qui est plus protégé. Je vais également avoir besoin d'un plus grand buffer sur la partie fournisseurs critiques parce que je sais qu'ils sont pas forcément en bonne forme en ce moment. Dernier point, c'est de réviser régulièrement ces buffers-là, de réviser régulièrement ces dimensionnements-là. Et un point important, c'est que cette révision-là n'a pas d'impact sur les ordres en cours. Ça fait un dimensionnement des buffers, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore lancé les ordres, nous n'avons pas encore engagé des ressources avec des OF ou des ordres d'achat dans le système. Donc le temps 3, justement, c'est la planification. Comment je planifie avec un buffer de stock demand-driven, par exemple? On utilise une approche qui s'appelle l'équation de flux net. Donc le buffer de stock, je le redis, je l'ai déjà dit, c'est une position de stock, mais c'est également tout le flux d'entrée et de sortie relative à cette position-là. Donc on vient prendre en compte le stock disponible physiquement, les commandes fermes du jour et pas plus loin, et on regarde sur un délai découplé, c'est-à-dire jusqu'au prochain buffer ou jusqu'au client, quelles sont les commandes qui sont intéressantes. Et dans ces commandes qui sont intéressantes, je prends en compte que les pics de commandes, donc au-dessus d'un certain niveau, ce que je considère qu'elles mettent à mal le buffer de stock. Par exemple, sur une zone rouge, je peux décider que dès que j'atteins une commande dans ce délai qui est supérieur à la moitié de la zone rouge, je vais la prendre en compte. Sinon, je ne la considère pas dans cette équation de flux. Et on vient regarder également en amont quelles sont les commandes qui sont en cours d'acheminement dans les délais découplés. Donc, typiquement, si j'ai un buffer sur certaines pièces et matières premières, je ne regarde que jusqu'à mon stock ou mon buffer suivant dans les matières premières. Cette approche-là va permettre de calculer une position de flux net, donc le stock physique, moins les commandes du jour, moins les pics, plus les ordres à venir dans le délai découplé, vont permettre de me dire si je suis dans le vert ou dans le jaune sur cette position de buffer, et si je suis dans le jaune, je replace systématiquement une commande jusqu'en haut de la zone verte. Donc cette approche va permettre de se positionner uniquement sur les commandes qui sont fermes, qui sont réelles, donc de ne pas gaspiller des ressources sur de la prévision pure, mais également de limiter la variabilité, parce que quoi qu'il arrive, je ne recommande jamais plus que le top du vert. Et comme c'est une opération qui est faite tous les jours, globalement, je sais que tous les X jours, je vais passer une commande en moyenne qui sera entre le top du jaune et le top du vert, et pas plus. Donc, je commande vraiment ce dont j'ai besoin. En plus, je maîtrise la quantité que je commande à chaque fois. Enfin, pour terminer, il y a la partie exécution. Et dans la partie exécution, ce qui peut être intéressant à savoir côté demand-driven, c'est que vous avez un système universel et unique pour définir des priorités. Je prends un cas classique, j'ai 3 produits A, B et C avec des commandes que le planificateur reçoit. Il y a 1000 pièces à livrer aujourd'hui pour le produit A, 10 000 dans 4 jours, 5000 pour demain, et pour le produit C, il n'y en a aucune pour aujourd'hui et 100 dans 4 jours. Donc quand vous avez ce type d'information, en général, vous allez essayer de planifier par date en disant c'est déjà le produit A en priorité, ensuite le produit B, ensuite le produit C, de manière assez logique. Sauf que quand on regarde les positions de flux net de ces produits-là, on se rend compte finalement que le produit A est dans la zone verte
que le produit B est dans la zone jaune et que le produit C est dans la zone rouge. Donc tout le monde peut comprendre que l'urgence numéro 1, c'est le produit C. Pourquoi? Parce que mon stock disponible, les commandes en cours, le besoin réel et les pics détectés, donc les 100 pièces dans 4 jours du produit C, vont venir manger ce buffer-là et finalement, il ne pourra plus amortir et découpler finalement le flux. Et donc, il va falloir travailler et prioriser le produit C, donc lancer une commande pour le produit C aujourd'hui. Et c'est ça la priorité et l'urgence numéro 1 à traiter pour le planeur. Et c'est le même message qui va être passé derrière à la production, qui peut être passé côté administration des ventes et qui peut être également passé côté fournisseur. Et le produit B derrière, il est en zone jaune, donc c'est la priorité numéro 2. Donc ça va encore, on a de quoi faire pour le client, mais on doit agir préventivement et lancer une commande pour rééquilibrer le flux. Et sur le produit A, il n'y a rien à faire. Et non seulement il n'y a rien à faire, en plus la décision doit attendre le lendemain pour revoir la position de flux. Donc vous voyez que ça donne quand même une autre façon de travailler, ça remet certaines priorités dans l'ordre et dans un sens différent par rapport à aujourd'hui, et surtout ça peut permettre de manière assez visuelle et facile de mettre tout le monde d'accord niveau à l'intérieur de l'entreprise, mais également entre l'entreprise et ses fournisseurs ou ses clients. Cette approche-là de dire je découpe, donc je permets de casser la variabilité qui rentre à certains niveaux de ma supply chain, je permets également via l'approche de l'équation de flux net de produire uniquement les choses dont je vais vraiment avoir besoin et je passe les informations fiables à tout le monde. Finalement, on se rend compte que tout le monde y gagne. Les plans de production sont beaucoup plus stables. On travaille petit à petit et on ajuste quasiment au quotidien les vraies commandes à passer et les vrais ordres de fabrication à passer. Les fournisseurs sont mis dans de meilleures conditions pour livrer, parce que pareil, ils voient une stabilité des commandes qui arrivent, à la fois en termes de fréquence, mais également en termes de quantité de commandes. Et ils savent également que quand le client passe une commande sur ce sujet-là, c'est qu'il en a vraiment besoin. Et un flux de cash plus rapide, tout simplement parce qu'on positionne des commandes de fabrication ou des ordres de distribution ou d'ordre d'achat vraiment sur le besoin qui a été commandé par le client et donc qui va être facturé bien plus vite que une éventuelle prévision qui sera même parfois jetée en tant que stock dormant. Ça permet derrière, pour tout le monde, le planificateur, l'ordonnanceur, mais également le directeur d'entreprise, d'avoir une plus grande sérénité dans la prise de décision. Je sais que je décide sur les 2-3 prochaines semaines, avec une flexibilité sur les 2-3 prochaines semaines, et je n'ai plus besoin de prendre des décisions aujourd'hui sur des horizons qui peuvent aller jusqu'à plusieurs mois par la construction de ma supply chain. Ça permet également de préserver ses ressources critiques, dont on a parlé, donc les goulots d'étranglement, les compétences, le cash, et finalement d'assurer un meilleur service client. J'étais un peu plus rapide. Donc j'en ai presque fini. Ces approches-là, est-ce que ça marche? Aujourd'hui, c'est devenu une évidence dans le monde de la supply chain que oui, ça marche. Nous avons fait plusieurs projets pour nos clients. On va en parler d'un qui est un fournisseur de packaging dans la cosmétique, donc avec finalement comme élément principal de la demande 40% du catalogue qui est renouvelé quasiment tous les ans chez lui et chez ses clients, mais également une volatilité qui est déjà par les temps normaux extrêmement importante et qui aujourd'hui se retrouve amplifiée. Donc chez ce client-là, nous avons réussi à faire avec eux finalement un projet Demand Driven qui a coupé le délai vu par le client de 8 semaines à 3 semaines et qui a également, de par ce positionnement-là de 3 semaines, finalement, de promesse de délai leur a permis d'aller chercher du nouveau marché. Sur cette partie-là, la réduction des délais, le découplage et le fait de pouvoir se positionner vraiment sur les bonnes commandes et sur les vrais besoins du client, ça a finalement amélioré la santé du stock et on s'est repositionné sur le stock nécessaire, ni le trop peu, ni le pas assez, où je suis en permanence en train de courir derrière mes commandes. Et ça a eu un effet de réduire les stocks de 35% en 6 mois. Un autre effet, c'est le côté production. Quand on faisait des lancements avec les buffers positionnés au niveau des fournisseurs critiques, on se rendait compte qu'il n'y avait plus de commandes, en tout cas d'ordres de fabrication qui étaient lancés avec des manquants en production. Et finalement, un taux de service qui est monté jusqu'à 98% dans certains cas et qui se stabilisait autour de 95%, là où avant il était autour de 60%. Je vais passer la main à Jérémy.
Alors, je prends la main et normalement, vous devez voir mon écran qui s'affiche. Voilà. Donc, merci Pierre pour cette introduction. Alors, c'est très intéressant, surtout, on voit la certification DDI pour les consultants qui forment aux approches Demon Drive est fondamentale, mais cette certification existe aussi pour des outils, et notamment IFS. Donc, on va rapidement visualiser ce que ça donne dans notre ERP. Alors, notre ERP s'appelle IFS Cloud. Il existe, comme le disait Christophe en introduction, depuis 1983, mais il a énormément évolué. Il a énormément évolué à la fois technologiquement, mais aussi en termes de couverture fonctionnelle. Donc, vous voyez, c'est un ERP très large qui va de la finance jusqu'à la gestion des services, en passant par les RH, l'ingénierie, le projet, la prod, la supply chain, dont on va parler aujourd'hui, et la généraux. Alors évidemment, cet ERP, il a aussi évolué en fonction des stratégies de planification logistique qui sont arrivées au fil du temps. On a parlé très rapidement de fabrication ou d'approvisionnement en mode lean dans IFS. On a aussi parlé de Kanban très rapidement. Et maintenant, on parle de DMRP et on le met en place. Alors, ce qui est intéressant d'avoir une solution validée, on va dire, par le Demon Drive Institute et qui sache gérer les concepts du DDMRP, c'est que vous n'avez pas, avec IFS, à interfacer votre ERP avec une solution métier dédiée. Et donc, par conséquent, vous n'avez pas à construire cette interface, vous n'avez pas à la maintenir dans le temps. Et c'est beaucoup plus simple, évidemment, en termes d'évolutivité et en termes de ROI. L'autre avantage, c'est que vous êtes capable, dans IFS, d'avoir une vision, on va dire, complète, holistique de la planification de vos articles, qu'ils soient en DDMRP ou qu'ils soient sur des méthodes traditionnelles, parce que certains articles peuvent rester sur des méthodes de planification traditionnelles. Donc, si on va voir à quoi ça ressemble dans IFS, là, vous avez un exemple où l'on voit une nomenclature que j'ai matérialisée sur le bas de l'écran, dans lequel vous pouvez visualiser cette nomenclature, donc ce produit FP3, dans lequel vous avez différents composants que l'on voit ici et sur lequel vous voyez le lead time de chacun des composants. Alors, vous êtes bien évidemment capable dans IFS de visualiser directement le chemin critique sur cette nomenclature qui est affichée ici, mais vous avez aussi la possibilité de voir le délai cumulé non protégé, ce qui est très important quand on parle de DMR. Donc là, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va regarder quelle est la branche qui est sur notre chemin critique, donc celle qui est en rouge dans notre schéma, et on va regarder dans cette branche quel est le composant, la matière première ou le produit fabriqué qui a le plus long délai d'approvisionnement, le plus long lead time que vous voyez ici, donc le produit 404. Et on va positionner un buffer sur cet élément, buffer dont nous parlait Pierre tout à l'heure, et la conséquence, elle est simple, c'est qu'on va déplacer, entre guillemets, le chemin critique de cette branche de la nomenclature à une autre branche. Et on va voir, ici directement dans la solution IFS, directement quels sont les composants qui sont impactés. Et maintenant, on va essayer de réduire encore plus ce délai cumulé non protégé, qui est passé de 67 à 37 jours, simplement en mettant ce premier buffer, en positionnant un autre buffer, par exemple sur le composant 200, ou semi-fini 200, et vous voyez qu'on va encore diminuer le délai cumulé non protégé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va le diminuer pour notre produit fini, notre FP3, mais aussi pour tous les autres produits finis ou semi-finis qui vont faire appel aux composants ou aux semi-finis 201 et 404P. Donc, quand on fait une action et qu'on positionne des buffers sur des articles, ça a un effet pour un produit fini, mais aussi pour une variété énorme de produits finis dans le système. Alors évidemment, pour être certifié DDI, on passe énormément de tests avec le Demon Drive Institute. Donc le produit est soumis à énormément de stress et on vérifie qu'on a toutes les informations qui nous permettent de faire de la planification en DDMRP. Donc là, je vous montre une fiche article dans laquelle on voit les attributs des différents buffers et on voit ici qu'on a la consommation moyenne journalière, l'ADU en anglais ou la CMJ en français, qu'on sait classer en facteur de variabilité nos articles, qu'on sait les classer en facteurs de délai, qu'on a évidemment toutes les informations sur le buffer et sur les top-off, les tops de chaque niveau de buffer, pardon, qu'on peut visualiser tout ça, toutes ces zones directement de manière graphique, et qu'on a aussi une analyse de la déviation de la demande directement intégrée dans l'IFS. Donc tout ça respecte
les concepts de planification demand-driven que Pierre vous a expliqué maintenant. Alors, je ne vais pas revenir dessus, hein, mais on les a dans IFS, bien évidemment, et on peut visualiser tout ça de manière très simple et très facile dans IFS. Un des points importants de l'approche demand-driven, c'est de donner de la visibilité et une approche visuelle aux collaborateurs, aux planificateurs. Donc, vous le revoyez ici, hein, cette approche visuelle. Par exemple, l'équation de position nette ou les buffers sont représentés directement de manière graphique dans IFS, et ça, c'est important. Un des éléments aussi dont a parlé Pierre tout à l'heure, c'est l'exécution. C'est-à-dire, OK, on positionne des buffers sur des articles, mais en fonction de l'équation de flux net, où est-ce qu'on va être dans ces buffers sur un temps assez court. Et c'est ça qui va nous permettre de planifier de la bonne manière et de mettre les bonnes priorités, hein. Donc, on le voyait tout à l'heure, Pierre en parlait, quand on est au-dessus du rouge, par exemple dans le jaune, au niveau de notre buffer, on va considérer qu'on est bon parce qu'on n'est pas encore dans le rouge, donc on n'a pas de priorisation extrême à mettre. Quand on commence à arriver dans le rouge, on va avoir une alerte qui va remonter au planificateur. Et quand on va passer à moins de 50% de la zone rouge, là, on va avoir un vrai problème et c'est là-dessus qu'il va falloir agir tout de suite. Et évidemment, ces alertes remontent tout naturellement vers le planificateur et elles remontent aussi de manière visuelle, bien évidemment, pour calculer la priorité que l'on a à mettre sur les articles. Et comme on est dans une approche visuelle, ce qui est important, c'est de donner des outils visuels comme ce lobby au planificateur. Alors, le lobby, on peut le voir comme un cockpit pour le planificateur qui va lui remonter toutes ces alertes qui sont importantes et il va pouvoir, s'il le souhaite, cliquer sur un de ces éléments, un de ces indicateurs clés pour rentrer dans le détail, voir pourquoi on a une alerte et prendre les actions d'approvisionnement en interne sur un OF ou en externe sur un achat qui sont nécessaires. Pierre, je vais te redonner la main pour parler des différentes étapes et les résumer. Merci, Jérémy. En résumé, en quelques mots, ce qu'on a vu sur cette partie-là, c'est que finalement, ce qu'il faut avoir en tête pour mettre en œuvre les approches demand-driven, c'est première étape, former les collaborateurs pour vraiment rentrer dans le détail et vous puissiez en tirer les bénéfices éventuellement pour un premier pilote puis pour un déploiement, mais pour que ce soit le plus pertinent possible, c'est commencer par la partie formation. Ça vous aidera énormément derrière dans la catégorisation et dans le ciblage de ce qui peut être mis sous approche demand-driven MRP ou pas. Derrière de vous aider également dans la partie outillage, dans la partie positionnement, dimensionnement, quel type de buffer, pourquoi je le mets ici, à quelle problématique il doit répondre, dans la gestion opérationnelle, comment je vais planifier, comment mon système demand-driven s'intègre dans mes autres systèmes de planification, est-ce qu'il les remplace complètement, est-ce que je vais avoir deux systèmes qui cohabitent, à quel moment, quels aménagements sont à prévoir sur ma planif au quotidien et sur ma planif hebdo, mensuelle, annuelle, etc. Et également, ça permet de gérer un élément qui est très important, qui est la partie conduite du changement, pour pouvoir exécuter au mieux et donc que tout le monde comprenne comment prioriser, planifier et exécuter avec l'approche demand-driven. Je passe la main à Christophe et Hervé. Oui, peut-être pour conclure cette présentation et garder un peu de temps pour la question, moi je suis ravi qu'on puisse présenter cette solution en partenariat avec IFS parce que la disponibilité de solutions comme IFS reconnues pour sa pertinence par le métier sur des sujets comme demand-driven est un accélérateur de la transformation. Je dis ça et Pierre ne me contredira pas, les premiers projets qu'on a fait, il n'y avait pas de solution disponible, donc c'était de l'Excel, je peux vous dire que c'était moins bien. Et donc, voilà, pour résumer, le tandem et le partenariat qu'on peut vous proposer pour les transformations demand-driven, c'est une posture sur la formation, le conseil et l'accompagnement nous concernant, parce que c'est une transformation des façons de faire et de penser qui est assez significative, mais qui permet évidemment d'aller chercher des enjeux importants. Et Christophe pourra compléter ce que IFS pourra nous amener. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a bien vu avec Pierre et Jérémy, je trouve que les explications ont été détaillées, mais surtout au-delà de ça, on a vu des personnes engagées et je pense que c'est ça qui est important. Jérémy l'a redit tout à l'heure, c'est vrai que je ne l'avais pas dit au début, mais la solution IFS est en effet certifiée.
sur cette approche et l'ensemble des consultants et BW et Axoma sont complètement aussi certifiés et formés à ça. Et donc, c'est vrai que ça donne un couple solide, mais également une approche très pragmatique, très agile, très humaine, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que la motivation de nos équipes est un des éléments clés que nous remontent nos clients parce que mettre en place ce type de solution nécessite non seulement de maîtriser très bien la solution fonctionnelle qui va faire le travail, donc en l'occurrence IFS, mais également d'être capable d'ouvrir des discussions très franches avec les métiers, de challenger, de donner des exemples. Et c'est vrai qu'à la fois les consultants experts IFS, mais bien sûr au sein d'Axoma et de BW ont l'habitude de faire ça et c'est leur mentalité. Donc oui, on est à votre disposition pour creuser ça. C'était en même temps rapide aujourd'hui, donc beaucoup d'éléments, mais on peut le faire sous la forme que vous le voulez. On est prêt, et notre partenaire et nous, à développer tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà. Et en effet, laissons un peu de place pour les questions qu'il y aurait. Je vais prendre, il y a deux premières questions qui ont été posées par Christophe pendant la présentation. La première, c'est la différence entre un buffer et un stock de sécurité. Deux éléments de réponse peut-être rapides. Le premier, le buffer gère et prend en compte l'ensemble du flux, c'est-à-dire la position de stockage, mais également les commandes qui sont en amont, côté fournisseur et production ou chaîne de distribution, et les commandes et les demandes clients qui sont en train d'arriver. Donc, on n'est pas uniquement sur une position de stockage comme c'est le cas pour les stocks de sécurité. Et le buffer dans les trois zones, ce qui s'approche, mais qui a un stock de sécurité, c'est la zone rouge, qui correspond à un stock physique disponible, mais pas que. Il y a également toute la zone verte qui correspond globalement au minimum de commandes ou au cycle de commande, et la zone jaune qui est la couverture des besoins de consommation moyens. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble, c'est pas qu'une position de stockage, comme ça peut être le cas sur la partie de sécu. Deuxième point, et là c'est plus dans la partie utilisation quotidienne, je connais très peu d'entreprises qui remettent à jour de manière régulière leur stock de sécurité, en tout cas qui les ajustent en fonction de la situation et des besoins clients. Pour avoir fait une trentaine de projets supply chain, j'ai dû voir ça une ou deux fois au risque plutôt avec beaucoup d'efforts déployés par le client pour le mettre à jour, là où fondamentalement, l'approche Demand Driven pousse à remettre à jour l'ensemble du dimensionnement et des scénarios, à minima une fois par mois ou à des cycles plus fréquents ou moins fréquents, mais en tout cas, si vous faites des Demand Driven, vous mettez forcément à jour de manière régulière vos paramètres. Deuxième question qui était tombée, c'est est-ce que la méthode Demand Driven est plus utilisée dans un monde make to order que dans un monde make to stock? Aujourd'hui, l'application et l'expérience montrent que c'est utilisable dans du make to stock, dans du make to order, dans du engineer to order, notamment en positionnant des stocks de matières premières et de composants classiques, par exemple, en positionnant et en protégeant certaines ressources critiques de type rouleau d'étranglement ou compétences clés. Là, en ce moment, on travaille chez un client qui est en make to order. Donc, ça marche là où, côté retour d'expérience, c'est un make to stock. Donc, ça marche à la fois dans du make to stock, dans du make to order, mais ça marche également dans des entreprises de pure distribution où le positionnement que je vous ai montré par rapport à une chaîne de valeur ou à une nomenclature peut se faire également dans la chaîne de distribution. Le calcul, au lieu de faire un calcul MRP, on ferait un calcul DRP qui serait finalement arrêté par les différentes positions de buffer. Donc, ça marche aujourd'hui dans beaucoup d'environnements industriels, voire tout type d'environnement industriel. Alors, nous avons d'autres questions. Je rappelle à l'auditoire que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, dans le tableau de bord. Et toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre, ne vous inquiétez pas, on prendra le temps de le faire et on vous enverra toutes les réponses avec le lien pour vous revisionner le webinaire à la demande. Donc, nous avons… Avant de prendre une autre question, je voudrais mettre une toute petite pierre à l'édifice parce que la question de la différence entre buffer et stock de sécurité, c'est une question très très classique quand on parle Demand Driven. Il y a d'autres questions qui arrivent aussi qui sont souvent liées à la différence entre l'approche Demand Driven et d'autres approches un peu plus, on va dire, anciennes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais moi, mon avis là-dessus, c'est que l'approche Demand Driven, elle a en fait pris le meilleur de toutes les approches. C'est-à-dire qu'elle a pris évidemment de l'approche de flux tiré,
Elle a pris un peu de l'approche des prévisions et jusqu'où on prend en compte ce qui va arriver dans les besoins. Elle a pris l'approche des stocks de sécurité, mais elle a rajouté du dynamisme là-dedans, etc., etc. Donc en fait, c'est pas une approche complètement révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire dans cette approche, c'est d'avoir pris tout ce qui est bon dans chaque ancienne méthode de planification, je trouve, et de la mettre en commun pour donner cette nouvelle méthode du Driven. Et vraiment, c'est ça qui apporte de la valeur. Alors, je ne sais pas, Pierre, si tu es d'accord avec moi, mais… Tout à fait d'accord, ça répond typiquement pour ceux qui ont travaillé avec des Kanban, avec des systèmes de management visuel, où on cherche à coller le plus souvent à la demande et ce qu'on essaie de faire, mais on se rend compte quand on utilise un Kanban, c'est que dès que ça commence à être très variable, on s'en sort plus. Et donc là, cette approche permet de dire un système visuel simple comme le Kanban, tout le monde le comprend, et le défaut du Kanban, c'est qu'il faut le protéger quand c'est trop variable. Donc cette approche permet justement d'amener cette protection et cette idée de protéger finalement ces ressources vient à la fois de l'approche MRP et MRP2 classique et également de l'approche théorique emprunt. C'est vraiment ce mix-là qui en fait la force. Pardon Claire, je te redonne la main pour les questions. Pas de souci, Jérémy. Je vais juste lire une seule question parce qu'il est 11h58. Et la question, c'est qui peut m'aider à mettre en place ces démarches? Donc, IFS, BAW ou les deux? Hervé. Non, mais Et évidemment, c'est ce qu'a présenté Pierre, alors peut-être on est passé un peu vite. Je pense qu'aujourd'hui, la réponse, c'est les deux, parce que on ne peut pas démarrer un projet de cette nature uniquement en se disant, OK, je l'outille et ça va bien se passer. Non, il y a un volet compétences et changement qui est fondamental, et on ne peut pas démarrer un projet comme ça en se disant, je ne vais pas l'outiller et ça va bien se passer. Il faut les deux. Et ça, c'est une conviction extrêmement forte qu'on a acquis au fil des expériences. Il faut former, il faut accompagner le métier dans la prise en main de ces nouvelles pratiques, et il faut outiller, parce que si c'est pas outillé, ça va vite, je dirais, tourner en jus de boudin. En revanche, il faut faire les choses dans l'ordre. Et j'insiste aussi là-dessus. La première étape je dirais de cette transformation, c'est la formation. Carole Plack elle-même disait il faut changer le software avant de changer le software. Et donc, il faut vraiment investir un peu de temps et très peu d'argent. On parle de 2 fois 2 jours au maximum pour former les équipes qui réfléchissent à ces sujets-là et se mettre en mouvement. Et ça ouvre beaucoup, beaucoup de perspectives. Alors, juste pour Et nous, préciser, Carole évidemment, Plack, dans une c'est approche assez une des… rapide également, on est prêt. Vous avez vu, le logiciel est très facile à montrer. C'est vrai que des fois, voir comment les choses se déroulent en live, j'ai envie de dire, voir des flux, voir le type de KPI sur lequel on peut jouer pour avoir des résultats, des fois, ça permet aussi de faire avancer dans le raisonnement et de se projeter un peu dans ce que pourrait être une solution. Donc, bien évidemment, si vous le souhaitez aussi, on peut passer 1 heure en ligne avec Jérémy ou quelqu'un d'autre de nos équipes pour aller un peu plus dans le détail et voir ce que sont des exemples de flux clients, des choses comme ça. Voilà. Absolument. Bien, écoutez, messieurs, il est midi. Je pense qu'il est temps qu'on termine ce webinaire dans les temps. Bravo à tout le monde. Merci pour cette présentation. Le webinaire sera disponible donc à la demande et on aura aussi une session de questions-réponses. Donc, vous pourrez retrouver à l'écrit. Merci à tous, encore une Merci fois. à vous. Bonne Et journée. passez une bonne Merci. journée. Merci, Bonne bonne journée. journée. Au revoir. Salut.